Bienvenue à tous et à toutes chez Vouivre, le podcast qui prête sa voix à ceux et celles qui veulent se raconter, se confesser sur leur parcours de vie, de réparation. On se retrouve pour quelques épisodes en partenariat avec l'association Dire Encore, association présente sur le territoire jurassien, dédiée à l'accompagnement de victimes de violences sexuelles. Écouter la parole des personnes victimes de violences, reconnaître leurs blessures, les soutenir et les accompagner, voici leur travail. Cette association propose des ateliers spécifiques comme le théâtre, le parcours escrime, mais également des thérapies individuelles et collectives. Dire Encore propose également des permanences téléphoniques pour les personnes dans le besoin. Et tout de suite, l'épisode. Bonne écoute. Comment se raconter ? Parler de soi quand un viol a survolé notre existence pendant plus de 20 ans. Voici l'histoire de A, que nous nommerons ainsi tout le long de l'épisode, par souci de confidentialité. Nous aborderons aussi la sortie du traumatisme, le parcours de réparation, mais aussi la nécessité de repenser la place du consentement, du corps dans notre société. Merci d'avoir bien voulu nous raconter ton parcours de survivante, ta quête de vérité et de sens. Avant de commencer, je me permets de revenir sur quelques termes que vous entendrez durant l'épisode. Le MDR, c'est quoi ? C'est une psychothérapie par mouvement oculaire qui cible les mémoires traumatiques des individus. Vous entendrez également parler d'amnésie traumatique, qui est un trouble de la mémoire complet ou partiel que l'on retrouve chez les victimes de violences. Elle s'exprime suite à une dissociation, c'est-à-dire une déconnexion de survie. Quand l'amnésie se lève, le souvenir traumatique revient le plus souvent de manière brutale, envahissante, sous forme de flash, cauchemar, sensation. Et enfin le terme de kinésiologue. C'est un professionnel en médecine douce qui intervient sur le corps pour agir sur les déséquilibres, blocages émotionnels, à l'aide de manipulations. Et tout de suite, l'histoire de A, qu'elle m'a autorisée à vous raconter. A ne veut pas entrer dans les détails de son agression. Elle a pu entrer dans les détails à un moment de sa vie par des bribes, des flashs, reconstruire l'événement traumatique. Pour elle, les choses sont claires, son travail repose sur les conséquences. Le traumatisme a pu ressortir, évacué par ce que le corps enregistre. L'amnésie traumatique a fait son œuvre. A ne se souvenait de rien. Son traumatisme a eu lieu à 4 ans, victime d'inceste par une femme de sa famille, sa grand-mère. C'est à 34 ans seulement que les choses vont ressortir. Le déclencheur, sa 3e grossesse. Les premiers flashs surviendront vers les 10 mois de son fils. C'est en travaillant sur les peurs de ses enfants qu'elle sera amenée à travailler sur les siennes, la conduisant de fil en aiguille chez une kinésiologue. C'est la première fois qu'on lui laisse entendre qu'elle a vécu de l'inceste. C'est une psychologue clinicienne par la suite qui l'a aidée à ouvrir et fait venir ce traumatisme qui était enfoui. Un tsunami intérieur où tout s'effondre. Si le cerveau a dû débrancher pour survivre, le corps lui a tout gardé des sensations. Chez A, cela s'est traduit par des tremblements, nausées, flashs. Les violences ressurgissent par bribes parce que cela est trop violent pour le corps et l'esprit. A raconte qu'à chaque fois qu'elle laissait ressortir le traumatisme, elle espérait un mieux mais revivait des rechutes. C'est un chemin long semé de hauts et de bas. Une vie qui doit être repensée car A, comme beaucoup, vivait dans l'hyperactivité, détachée de son corps. Laisser une place au corps, c'est repenser son rythme. On ne peut plus revivre comme avant et chaque tentative de départ, sans reconnaissance profonde du traumatisme, reconduit aux rechutes. Elle a donc composé avec de longues convalescences et un mal-être intérieur conséquent. Je pensais que ça irait mieux. Je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué, que les tentatives de départ impliquaient de nombreuses rechutes. Il fallait que j'apprenne à vivre avec le traumatisme comme un handicap invisible. On cicatrise mais la plaie fait encore mal, on doit apprendre à vivre avec ça. Ce fut et c'est encore un parcours long car j'ai dû passer par de nombreux arrêts maladie, ce qui était difficile à accepter. C'est important pour toutes les personnes qui sont seules, qui ne sont pas accompagnées, qu'elles sachent que ce n'est pas de la folie quand ça arrive. Car quand ça ressort, on a l'impression qu'on disjoncte. J'ai eu cette chance, un mari très compréhensif, une famille qui m'a beaucoup aidée dans ce chemin de reconstruction. Quand c'est ressorti, je suis allée le dire à ma famille proche puis à des amis, des personnes à qui je pouvais confier ça. Encore aujourd'hui, faire cet enregistrement est une étape, car j'ai envie de témoigner, mais l'anonymat est important car je suis pas encore prête à le dire, à montrer cela devant tout le monde. Je ne sais pas comment je pourrais accueillir les conséquences, mais c'est une étape que j'aimerais atteindre. Pour l'instant, je n'en suis pas encore là. Je n'ai jamais témoigné, j'appréhendais un peu parce qu'on vient dire, se livrer sur ce qu'on a vécu, sur quelque chose de tabou. Je suis contente, ça remue, mais c'est important de le faire, pour ceux qui ont vécu ça, pour ceux qui n'ont pas pu témoigner. Le viol, c'est un crime, une vie ébranlée, et après on survit et par tous les moyens possibles, on essaie de survivre de façon plus sereine. Par exemple, je ne voulais pas entendre parler de traitement antidépresseur, et je me suis octroyé le droit de prendre cette béquille. Et ça m'a permis d'avancer. J'ai réalisé un chemin par rapport à ça. Avant, l'idée de quelqu'un qui tombait n'était pas possible, pas envisageable pour moi. Le fait de prendre un traitement indiquait l'acceptation face à ce que je vivais. Aujourd'hui, je suis dans un parcours de reconstruction, je ne me sens plus dans le traumatisme. L'enjeu est de reconstruire le corps.
Le mental a pris beaucoup de place et donc découvrir le corps, en prendre soin, le réapprivoiser, voilà, c'est une étape importante. Le parcours escrime l'a beaucoup aidée et n'est pas arrivé par hasard. Elle aperçoit le clip et réalise le besoin de sortir sa colère dans un cadre. Elle appelle alors l'association Dire Encore et il manquait quelqu'un, elle a pu y participer. Elle décrit un chouette parcours, porté par le groupe. C'est la première fois qu'elle est entourée d'un collectif, entourée de gens qui ont vécu le même traumatisme. On n'est plus toute seule à ressentir ça, émotionnellement et physiquement. On peut évacuer par l'escrime la colère et la haine contre la personne qui nous a violés. Ça fait du bien. C'est un moment où on peut sortir tout ce qu'on a pu ressentir de façon encadrée et accompagnée. Une fois qu'on était prête, on évacuait dans un autre endroit. C'était pour un mieux, ça s'apaisait à l'intérieur. J'étais vidée quand je sortais de ces ateliers. L'atelier théâtre lui a laissé une place au corps. Ça a été une belle révélation, j'ai découvert le fait de bouger avec son corps, le fait de l'habiter. C'était difficile mais finalement agréable car ce corps a été abîmé, souillé. Je pouvais pas l'écouter et puis petit à petit je le réapprivoise et j'apprends à vivre avec. Je suis également accompagnée par une sexothérapeute pour m'aider à continuer à apprivoiser mon corps, à lui donner une place pour avoir un équilibre. Actuellement, c'est là où je me trouve. Encore des hauts et des bas, on vit toute notre vie avec ce handicap invisible mais ça avance. C'est des escaliers, parfois on monte, parfois on redescend. Ça avance, c'est comme les fondations d'une maison qui se remettent en place. Il faut être patient, accepter les petits pas. Écouter mon corps, lui laisser de la place, réhabiter, redécouvrir des sensations. Avec le théâtre, avec la danse, j'ai eu du mal mais mon corps s'est libéré. Il a tant de richesse. Et le découvrir après 30 ans, c'est beau. J'ai beaucoup eu de mal à me reconnecter à cette petite fille car je l'ai tellement mise de côté. L'adulte a grandi en décidant de se construire tant bien que mal en laissant la petite fille à 4 ans. Aujourd'hui, il commence à exister. J'ai des membres, des sensations. Avant, c'était très cérébral. Il me suivait, maintenant je prends le temps, je me connecte à l'odorat, au fait de danser, bouger son corps, aux sensations, à ce qui fait du bien. Il existe encore, je peux le faire exister. C'était un corps détruit, mais il a des facultés qu'on ne peut pas imaginer, comme quand il m'a protégé du traumatisme. Et c'est important de le voir et de se le dire, qu'on avance malgré tout. J'ai mis en place des choses, je comprends des choses, c'est bien et c'est important pour la suite, pour mes enfants. Dans ce genre de traumatisme, comme les violences sexuelles, c'est un gros chantier à déblayer. Ça a une incidence toute notre vie. Des conséquences qu'on portera toujours quelque part, une part d'ombre qui sera là toute notre vie et dont on prend soin pour qu'elle diminue un peu. En parallèle de l'accompagnement psychologique, notamment de l'EMDR utilisé pour désensibiliser le traumatisme, A travaille sur sa généalogie. Les violences sont des choses qui se reproduisent. Quand c'est dans la famille, c'est compliqué car ce sont nos racines. Elle est passée par beaucoup de colère, de haine. Travailler sur le traumatisme est passé par la tentative de compréhension. Il a fallu que je me déculpabilise. Travailler sur le symbolique, redonner aussi un poids restant. J'ai fait appel à des médiums, j'y suis allée avec des attentes, je voulais parler à la personne qui m'a... Et ça a été une belle expérience. C'est une étape que je me suis créée pour entrer indirectement en contact avec cette personne. Ce qui était important, c'est que j'ai préparé ces écrits car je ne savais pas comment je me sentirais émotionnellement, mais finalement ça a été un entretien très simple. J'ai pu lire ce que j'avais écrit, j'ai eu des messages qui m'ont été transmis. Ça a été une étape pour dire, parler, me retrouver face à elle et mettre à jour cette partie très sombre. Elle était en retrait car elle avait quelque chose à se reprocher. J'étais assez bluffée car j'ai eu des retours qui me parlaient. J'ai pas pu entrer en contact avec elle mais avec mon arrière-grand-mère. J'ai pu lire ma lettre et j'étais contente. J'ai pu lui dire ce que j'avais à l'intérieur. Je me suis dit que j'y retournerais mais pour le moment c'est une forme d'étape. J'aimerais me tourner vers les constellations familiales à l'avenir. Pour rendre tout ce bagage, arriver à me libérer de tout ça. J'ai beaucoup écrit aussi, et des fois en me relisant, je l'ai vu qu'il y avait des moments qui disaient que ça s'était passé, mais je n'étais pas prête. J'ai fini par retourner sur les lieux, j'ai vécu dans la maison où j'ai été abusée, et c'est quand j'ai déménagé que c'est revenu. C'était important, il fallait que je règle cette histoire en retournant sur les lieux. J'aimais beaucoup voyager, et je suis revenue vivre à l'endroit et c'est pas anodin. Tout a un sens finalement, ça avait un sens. C'est l'inconscient qui nous guide. Tous ces signes et ces intuitions sont des petits clins d'œil qui sont faits notre inconscient. Ça m'a apporté une ouverture sur ce qui m'entoure que je n'aurais pas connue si je n'étais pas passée par là. Ça donne une force intérieure, je sais pas comment j'aurais vécu si j'avais pas eu ça, mais c'est mon chemin. Et même s'il a été difficile, ce chemin, il a été riche. T'as vécu ça, mais tu peux reconstruire ton corps, tu peux réapprendre à marcher à 30, 40 ans. Mais tu vas y arriver, ton travail paye. L'association, ça a été un moyen de se raccrocher. Aujourd'hui, je pense que témoigner, c'est une étape. On voit la vie autrement, on voit les choses différemment. Une force de vie qui se dégage, et il faut pouvoir survivre à un crime. L'entourage y compte beaucoup, et je remercie mon mari, tout le monde n'a pas cette chance-là. Il m'a mis sur la voie, et j'ai cette chance inouïe qu'il m'ait soutenue. Il n'a jamais remis en doute ce que je ressentais, il a été là quand les crises, le trauma est ressorti.
dans les moments où j'étais moins bien. Ça m'a permis de me battre pour ma famille. Toute seule, j'aurais pas pu. C'est compliqué la famille quand c'est l'inceste, elle est trop impliquée. Et mon mari, c'est pas un hasard si je me suis mise avec lui. Je veux faire passer ça comme message. Entre l'accueil, l'acceptation, le temps. Le temps, c'est important. J'en ai souffert. Ça finira jamais. C'est une double peine. C'est long, puis j'essaie de cheminer. Je suis active, il y a des hauts, des bas, et avec le recul, même si ce sera à vie, mon corps, il m'a protégée, et ça pouvait pas sortir tout d'un coup. C'est un cheminement long. C'est possible, même s'il y a des moments très difficiles. Parfois, j'ai l'impression d'être un funambule, et j'ai pas le droit de lâcher, car je peux tomber à tout moment. Et la thérapie, elle aide à ça. J'aimerais qu'au lieu d'un fil, ce soit une petite route. Mais je suis contente d'en être là aujourd'hui, de mon parcours. J'espère que les personnes qui sont dans cette situation compliquée, elles verront la lumière. Et si on a survécu, c'est qu'on n'est pas entièrement détruit. En écoutant des témoignages, je me disais, je me sens nulle, j'arrive pas à avancer, mais avec le temps, on finit par apprendre à vivre, à renaître, utiliser différents outils dans lesquels on pioche. Faut jamais baisser les bras. Il y a toujours une étincelle, une lumière au bout de tout ça. La famille proche, ses parents, ont entendu son récit. Après être passés par des moments difficiles, A est traversée par des questionnements sur ce qu'ils auraient pu voir. Elle a rencontré des moments de doute, de colère qui ont pu être exprimés. Cela a été difficile pour sa famille à accueillir, notamment chez ses frères et sœurs. Mon frère m'a dit « La porte est ouverte ». Ma sœur m'a dit « Je ne veux pas que tu viennes chez moi. J'ai peur que tu contamines, elle se protège quelque part ». J'ai été très en colère après elle. Des fois je me questionne si elle a pu voir des choses. C'est une position compliquée, j'ai pu lui en vouloir alors qu'elle était une enfant. Elle se protège aussi parce que c'est violent. Je l'accepte et je prends juste ce qu'il faut. Aujourd'hui, je comprends sa position, du moins j'accepte. Le lien avec la famille, en fait. Les liens sont devenus ce qu'ils devaient être, les lignes ont bougé. Le lien est plus privilégié avec mon frère. Déjà dans l'enfance, on était proches, mais avec ma sœur, plus difficile. C'était compliqué les repas de famille parfois. Je suis quelqu'un d'entier, je disais les choses. J'aurais pu tout couper et partir, mais on n'arrive pas à tout couper. Le lien familial est fort et ça revient. C'est important de s'y coller, même si c'est difficile. Les lignes bougent. Si j'étais partie en coupant, ça m'aurait rattrapé. Ça casse quelque chose au niveau de la famille. La reconstruction, elle se fait dans le temps. Ma famille proche, elle a écouté, elle a accueilli, mais ça a été une chape de plomb que j'ai levée par ce silence et ça a été compliqué pour eux. Ma maman, de n'avoir rien vu, ça a été difficile pour elle. Je lui en ai voulu, mais aujourd'hui je comprends qu'elle ait rien pu voir. Ça a été compliqué parce qu'elle était famille d'accueil et elle s'est dit j'ai aidé des enfants mais j'ai rien pu voir pour ma propre fille. Donc ça a créé beaucoup de culpabilité. Elle a toujours été là, dans les moments difficiles, elle m'a accompagnée. Pour elle, c'est un poids aussi et elle s'en veut. Mais j'ai une relation avec ma mère, j'ai pas de conflit, j'ai pas coupé les ponts. Et la relation est celle que j'attends. Ma mère s'est plus livrée, elle en a voulu à sa belle famille, elle l'a verbalisé. J'ai compris en remettant dans le contexte que peut-être il pouvait pas voir, qu'il y avait une emprise qui était là. Je me souviens que ma grand-mère était toujours très présente chez mes parents. Elle arrivait pendant qu'on mange. Ma mère se souvenait que quand elle arrivait dans sa belle famille, il y avait un silence pesant. Pendant les repas, les choses se disaient pas. En parlant, c'est comme si j'avais autorisé à parler du côté sombre de ma grand-mère. Il faut se replacer dans le contexte. Je suis des années 75, on n'avait pas tous ces avancées où on propose de faire de la prévention. À mon époque, la parole se libérait très peu. Aujourd'hui, on voit que les paroles se libèrent, mais à notre époque, c'était pas entendable. J'en ai beaucoup voulu à mes parents, de ne pas s'en être rendu compte. Mais en même temps, ils étaient là, même après le trauma. Pour eux, ça a été un tsunami, mais ils ont entendu. C'est pas eux qui pouvaient m'aider car ils étaient pris dans une histoire de génération. Ce sont les personnes à l'extérieur qui m'ont aidé pour la reconstruction. La reconstruction, ça a été aussi de prendre le bon et rendre ce qui ne nous va pas. J'ai grandi aussi là-dedans, dans le boulot, pour quelque part faire l'autruche. La valeur travail, on le retrouve aussi dans les familles où il y a de l'inceste. C'est des façons de fonctionner. Fallait pas s'arrêter, la génération d'avant était plus là-dedans. Mon père était énormément dans le travail. Il est arrivé en retraite, il a eu un cancer très peu de temps après. La maladie, elle a un sens aussi. Il y a des choses qui sont apparues avec des épisodes de dépression. Je pouvais pas l'évacuer, donc la maladie va l'évacuer. Les choses font sens. Mon père portait un fardeau. Il m'a toujours entendu écouter, soutenu, mais ça a été difficile qu'il se livre. Car c'était du côté de mon père que ça s'est passé. Il y avait une envie de pouvoir échanger plus avec lui, mais ça n'a pas été possible. Ça lui appartient, mais par contre, je dois me détacher. C'est mon père, mais il faut arriver à se replacer suite à l'arbre généalogique. Je pense qu'il a entendu, vu ou vécu des choses. Il a jamais rien dit, il était tellement introverti, mais je sentais qu'il souffrait, qu'il avait des boulets aux pieds, et il l'a gardé pour lui. Son cancer, c'est pas un hasard. Le cancer, ça veut aussi dire quand ça sert. C'était un battant. Et j'ai accepté qu'on ait ce lien.
J'aurais aimé qu'il parle, qu'il dise « Finalement, il pourra pas et ça lui appartient. Il est parti avec ce poids, mais il était là. Il en souffrait et c'est pour ça que le travail sur les générations est primordial. » J'ai pas eu d'autres confessions si ce n'est ma sœur qui a eu des gros soucis de vue. Tu sais, elle m'a dit « Je suis myope. C'est peut-être pas un hasard. » Et est-ce qu'elle a vu? Je sais pas. J'ai une cousine aussi qui a eu des gros problèmes d'oreille. Elle a fait des thérapies. Elle m'a appelée un jour et elle m'a dit qu'elle s'est sentie mal. Elle a dit « C'est ton visage que j'ai vu. » Est-ce que j'aurais pu entendre des choses? C'est compliqué dans mon entourage proche. Personne d'autre n'a dit « J'ai été violentée. » Mais j'ai des témoignages qui me disent « J'aurais pu peut-être entendre ou voir. » Mais à la fois que personne ne ressorte rien, c'est difficile. On se sent seul. Et je voudrais pas que quelqu'un d'autre ait vécu ça. Mais se dire « Est-ce que je suis folle ?» On aimerait savoir. On aimerait être conforté, entendu. Donc c'est difficile. Elle aurait aimé avoir sa grand-mère en face, s'expliquer. Le fait qu'il n'y ait pas de jugement, pas de confrontation, c'était difficile pour A. Elle est morte, je me rappelle de son enterrement. Je devais avoir 8 ans. Je me rappelle de son décès, de la façon dont j'étais. Quand les flashs sont revenus, j'ai des souvenirs d'elle où on allait goûter. Et c'est les flashs du traumatisme où on la voit différemment. Un personnage double face. Mais dans le village, jamais personne n'aurait pensé qu'elle puisse avoir ce comportement. Ce qui est dur quand ça revient, c'est l'impression de double visage. D'avoir des souvenirs d'elle comme une sorcière, comme quelqu'un de mauvais. J'ai parlé par le dessin en maternelle, car on m'aurait pas cru. À cette époque, c'était une personne tellement merveilleuse. J'avais peur et j'ai eu la chance de ce que je ressens que le traumatisme n'ait pas duré dans le temps. Dans mes ressentis, j'ai l'impression que ça s'est arrêté, assez vite. Parce que sinon, je serais plus là. Possiblement, quelqu'un nous a surpris. Puis après, j'ai grandi et je pouvais plus parler. Je pense que j'ai été protégée. Mais tous les flashs sont ressortis, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est ce que je ressens. En CE2, j'étais tout le temps malade. J'ai eu une intervention des amygdales. Puis j'ai eu le port d'une gouttière car je grinçais des dents la nuit, j'avais des fourmillements dans la tête. J'ai grandi aussi avec beaucoup d'angoisse. Toujours peur que quelqu'un vienne le soir, la nuit, me prendre. Des gros soucis de sommeil jusqu'à étudiante, où j'arrivais pas à dormir seule. J'avais des peurs. Je vérifiais dans toutes les pièces pour vérifier qu'il n'y ait personne. J'étais pas dans l'insouciance. L'année de mes 4 ans, en réfléchissant, c'est l'année du maternelle où l'enseignante avait rencontré mes parents pour me réorienter, car je ne parlais plus à personne. Elle disait, va falloir penser à une réorientation. J'ai eu la chance de changer d'enseignante et j'ai pu grandir avec confiance. Mais des fois je me dis, comment t'as fait pour grandir? Pour suivre scolairement quand même. J'ai trouvé l'énergie quelque part pour me reconstruire, à exercer un métier que j'aime, mais il y avait toujours toutes ces angoisses que je comprenais pas. J'avais cette peur en continu, donc quand j'ai vu que mes enfants, mon premier, avaient ces mêmes peurs, c'est là qu'on m'a dit de travailler sur moi. Après, quand on y repasse, quand on refait l'historique, il y avait des signes. J'étais pas prête à les entendre, à les creuser. Mais j'ai eu des moments où j'ai vu des spécialistes qui m'avaient mis la piste à l'oreille, mais j'avais pas entendu. Vers 19 ans, j'ai eu une année où j'étais mal avec des angoisses, déprimée. J'avais quitté le foyer familial, ça correspondait à la première relation avec un petit ami. J'étais pas bien, donc je mettais ça sur le dos du travail, mais après relecture, c'était un signe. Ma première consultation de gynéco aussi. Il m'a dit, vous avez été agressée. Il y a eu, à plusieurs moments de mon existence, des signes, mais je pouvais pas. J'ai pu repartir, continuer jusqu'après la naissance du 3e enfant, mais pour moi, ça a du sens aussi. Mon corps commençait à lâcher, à ne plus en pouvoir. J'ai fait pas mal de crises d'angoisse après accouchement, jusqu'au moment où j'ai ressorti le traumatisme. Pour moi, le corps, il est bien fait. Quand c'est le moment, c'est sorti. Quand j'ai su que je pouvais être accompagnée, j'ai une attache à la vie, à mes enfants, mon mari, c'est ressorti. C'est terrible, mais il y a des personnes qui se suicident, qui passent à l'acte. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu témoigner parce qu'elles se sont donné la mort. Et c'est important de le dire. C'est une des conséquences du traumatisme parce que c'est trop violent. Et il faut être encadré. C'est important de témoigner pour ça. Pour ces gens qui peuvent se sentir seuls, leur dire qu'il existe des choses autour d'eux, qu'il faut essayer de s'accrocher. C'est violent, c'est très violent. C'est sûr que quand on nous voit physiquement, ça va bien, mais à l'intérieur, c'est un tsunami. C'est important de déculpabiliser. J'ai porté longtemps une culpabilité et je me sentais responsable. D'ailleurs, petite, je me vois et j'ai grandi tant bien que mal, mais avec ce poids en fond. Quand j'essaye de me reconnecter, je vois une petite fille recroquevillée sur elle qui a du mal à s'ouvrir. Même en tant qu'adulte, j'ai du mal à la prendre dans mes bras. Et le travail sur le corps, pour reconnecter avec cette petite fille, il est important. Je me suis construit de manière très cérébrale. Ça m'a permis de survivre un temps, mais faut le lâcher ce fonctionnement pour dire ton corps il est là, il a souffert, mais il faut l'accueillir, il faut vivre avec ce corps souillé. Souvent je voyais une poupée de chiffon.
Et là, j'en suis à la place du corps qui est abîmé et souillé. Je suis dans l'enseignement, et on n'est pas assez prévenu, pas assez informé. Il y a encore du travail. Quand on voit les statistiques de pourcentage d'enfants, dans une classe, il y a forcément des enfants concernés. Et cette prévention, elle est là pour nous aider. Ça résoudrait pas tout, mais ça nous permettrait d'avoir ça dans un coin de notre tête, d'avoir des antennes ouvertes. En repensant à mon année scolaire, pour moi, c'est flagrant. Cette année, elle était affreuse au niveau scolaire. J'ai regardé mes dessins, mes carnets, et j'ai pleuré en les voyant. Je me suis dit, t'as parlé. La boîte noire dont tu parlais, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de choses à faire, à mettre en place pour que la parole se libère. C'est intéressant quand j'ai livré ça à une amie. Elle m'a dit, on pensait pas que ça pouvait arriver si proche de nous. Du coup, on doit prévenir nos enfants, on doit leur dire. D'ailleurs, avec les miens, on en a toujours discuté. On a utilisé des mots adaptés pour eux. Pour moi, c'est important de leur dire, qu'ils sachent. Pour ma part, c'est important que la parole se libère, qu'on arrête avec ces cercles infernals, qu'ils sachent qu'on a le droit de tomber dans la vie, de se relever. C'est important par rapport à l'héritage familial qu'on peut transmettre. Je suis pas rentrée dans les détails, mais ils savent. Et aujourd'hui, je vois ça de manière positive. Je culpabilisais beaucoup car je me suis souvent arrêtée, j'ai été mal, mais la parole est libre. Ils savent, ils comprennent qu'on peut avoir des hauts et des bas. Ce n'est pas linéaire. Et c'est un héritage qu'on transmet, c'est important. Et j'espère avoir libéré quelque chose pour eux. J'espère avoir coupé certains liens. Je trouve que c'est bien si chaque parent pouvait prévenir son enfant, que c'est son corps, on peut pas le toucher, qu'il peut être entendu et écouté. L'inceste, ça touche tous les milieux, et c'est important de dire à un enfant qu'il a un corps, qu'il peut pas être touché. Et l'inceste, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout le monde peut être touché. Quand on a vécu ça, c'est une crainte qu'on a. On se dit, j'espère qu'ils ne vivront jamais ça. C'est important aussi de gérer sa peur en tant que parent, parce que l'enfant doit vivre aussi. C'est important de dire, de parler, de prévenir que la parole ne soit pas bloquée. Ce que j'ai vécu avec mon corps, c'est important de le dire à mes enfants, mais c'est aussi important de dire que le corps, la sexualité, c'est quelque chose de beau, parce que je ne leur ai pas transmis ça. Quand on est victime de ça, on est dépassé et on transmet des choses qui nous dépassent. C'est important de replacer les choses, d'être vigilant et en même temps de prendre soin, trouver un équilibre. Un temps, je me disais, quand tu auras pardonné, tu seras apaisé. C'est une culture que j'ai reçue, très croyante, et mes croyances d'aujourd'hui, elles repensent un peu cette culture religieuse autour du pardon. J'ai une forme de croyance aujourd'hui, mais différente. Aujourd'hui, j'ai accepté, mais je peux pas encore pardonner. Je peux pas le dire, si ça viendra. Ça me semble quelque chose de difficile parce que ça a détruit ma vie à 4 ans. Je suis plutôt dans l'acceptation, mais le pardon, je m'étais mis ça comme objectif, mais pour l'instant, je peux pas. Ça voudrait dire que je cautionne ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Est-ce que c'est nécessaire? C'est pas possible, peut-être que ce sera ainsi et je verrai. Ça veut pas dire que je serai pas libérée. Après, accepter ou demander pardon, chacun fait selon son intuition. On trace son chemin avec son vécu. Moi, à une époque, je me disais j'irai mieux quand j'aurai pardonné. Puis finalement, pour le moment, c'est accepté et après on verra. C'est un coup tous ces soins. On devrait avoir une reconnaissance, être défrayé. J'ai la chance d'avoir les moyens, mais c'est compliqué pour eux, pour les autres, d'avancer sans ça. Parce que généralement, ce ne sont pas des soins gratuits, remboursés. Faudrait des avancées par rapport à ça. On va pas laisser une personne avec une jambe en moins sans béquille. Ici, c'est la même chose. On n'est pas suffisamment aidé financièrement. Réparer et prévenir, il y a un gros travail là-dessus. Pour la prise en charge, pour la conscientisation. Et cette association, dire encore, elle a été un appui. On est dans le même combat, on craquait tout à des moments différents. On était là, on se soutenait. Et même après le parcours théâtral, il y a des liens qui se tissent, qui sont forts. On ose dire des choses, on est plus forte pour témoigner. Ça permet de sauver des vies. Et l'épisode se termine ici. Un grand merci encore à A pour son témoignage précieux. On vous fait dans la foulée un petit résumé de tous les tips et de toutes les ressources dont elle a eu besoin, comme l'EMDR, la thérapie, le recours à une sexothérapeute et à une médium, l'association Dire Encore, qu'on remercie également, qui est habilitée pour accompagner les victimes de violences sexuelles, l'aide médicamenteuse validée et encadrée par un médecin agréé. Et j'en profite pour préciser à toutes les personnes qui nous écoutent que si cet épisode a réveillé chez vous des vulnérabilités, quelles qu'elles soient, ou si vous êtes dans une situation qui nécessite de l'aide, vous pouvez appeler le 3919, qui vous redirigera vers une structure habilitée dans votre situation. Merci pour votre écoute et à très vite.